j'introduis sans tarder notre modératrice qui va présenter ce panel et qui s'appelle, qui est Christine Uturbine, chargée de recherche au CNRS, affiliée au laboratoire Passage, géographe. Ses travaux portent sur les reconfigurations sociales et spatiales des industries de la culture en Inde, et notamment à l'aune du déploiement des outils et plateformes numériques. Sa participation à divers projets, programmes, ainsi que ses propres recherches sur les travailleurs, les industries et les marchés de l'art et de la culture enrichiront certainement nos réflexions sur le monde arabe. Et donc, je te laisse introduire, Christine. Merci d'être avec nous. Donc, bonjour à tous et donc bienvenue pour ce deuxième panel de cette journée d'études. Un grand merci à Marion et Taher pour cette invitation à modérer le panel de cet après-midi. Je suis vraiment enchantée. Alors effectivement, moi je travaille sur l'art contemporain dans le monde indien, mais sur voilà, des questions très proches autour de toutes ces réflexions autour du travail artistique, de l'organisation du travail, du marché. Et donc, j'étais extrêmement heureuse de découvrir les 4 présentations de cet après-midi, un petit peu en avant-première. Voilà. Mais en tout cas, hâte d'en apprendre plus tout de suite. Alors, peut-être quelques mots sur la thématique de ce panel, donc, qui va s'intéresser au travail artistique en tant qu'activité socio-économique. Et il est vrai que de nombreux travaux de sociologie de l'art nous ont bien permis de montrer comment l'œuvre d'art peut effectivement être envisagée comme la production d'un auteur isolé, mais elle peut aussi être envisagée comme la trace de réseaux de coopération d'un grand nombre de personnes qui gravitent autour de sa production, son exposition, sa circulation, sa valorisation. Et donc, ces mondes de l'art, ils sont composés de cet ensemble d'acteurs et d'activités qui sont aussi ancrés dans une réalité matérielle, industrielle, sociale et politique. Donc, cet après-midi, nous allons apporter une attention plus particulière à ces différents métiers, compétences qui structurent l'ensemble de la filière artistique. Et nous allons notamment poser la question de la professionnalisation, de l'internationalisation du travail artistique dans le monde arabe. On s'interrogera sur les conditions inégalitaires d'accès à la carrière artistique, les moyens matériels de subsistance, mais aussi sur les ressorts de la fabrique artistique, les relations entre ces professionnels de l'art, souvent plus visibles, les artistes, les réalisateurs, les comédiens, et cet ensemble d'acteurs que l'on peut dire moins visibles, mais qui sous-tendent très largement les processus de fabrication et de mise en valeur des œuvres. Donc, une réflexion avec 4 présentations et nous allons tout de suite commencer par celle de Younes Adban que je vais introduire en quelques mots. Donc Younes est un artiste et performeur. Il vit et travaille actuellement entre Casablanca et Berlin. Sa pratique artistique repose sur une relation critique avec les champs de l'art, ses acteurs et sa géopolitique. En 2008, il a participé au programme Exerce au CCN de Montpellier, et en 2010, il obtient un master en art, littérature et muséologie à l'université de Nice. Sa pratique consiste en 3 axes: la performance en tant qu'espace de réflexion, la réalisation d'installations en tant que résultat de l'acte de la performance, et la photographie et le dessin en tant qu'archive. Il a recours à la fiction comme méthode d'analyse dans son travail. Et nous allons donc lui passer tout de suite la parole. Merci. Donc, je vais faire une présentation plutôt performative, pas vraiment académique. Et je vais juste commencer avec un collecte de quelques matériaux à partir de plusieurs performances que j'avais fait avant, que j'avais composé ce matin, entre autres. Donc, bonsoir. Moi, je m'appelle Younes Adban, je suis artiste visuel et artiste chorégraphique. Je viens du Maroc comme la plupart des artistes qui s'associent avec moi dans ce projet de performance. À la base, cette performance, elle traite le sujet de la question de la perception de la création artistique dite arabe dans le milieu de l'art contemporain international.
et observe et analyse les symptômes d'un nouveau genre d'orientalisme dans ce milieu. La création artistique de la région MENA est soumise à une sorte d'anti-orientalisme depuis les années 2000 par le positionnement d'artistes qui rejetaient toutes les tentatives de catégorisation collective et critiquent autant la conception occidentale de l'Orient et les normes sociales rencontrées dans cette région. Cela a fait que cette création s'est portée naturellement sur des sujets politiques liés à la mémoire, l'exil, la guerre, la migration, la mort, les libertés individuelles, la désacralisation ou encore et toujours la décolonisation. Pour la recherche de cette performance, j'ai rencontré une curatrice, commissaire d'art spécialisée dans la création artistique de la région MENA. Je lui ai expliqué mon intention pour cette performance et elle m'a dit Younes, c'est une très mauvaise idée. Et peut-être pour un tel projet, il faut commencer avec des mauvaises idées pour traiter un sujet assez complexe, surtout dans le contexte géopolitique actuel. J'ai trouvé sa réponse intéressante. Et à la suite de cet échange avec la commissaire, j'ai décidé de présenter pour vous une sélection de mes meilleures mauvaises idées. À la suite, la commissaire, elle a trouvé que cette décision est une bonne idée. Et à la dernière minute, elle m'a invité à faire partie de l'exposition inaugurale du Musée imaginaire d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient de l'art contemporain. Donc, qu'est-ce que c'est que ce musée? Donc, je vais commencer un peu, je vais abandonner. Ça, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art contemporain. Ça, c'est une petite partie de la région MENA. Et ça, c'est une identité. Ça, c'est la dynamique de l'art contemporain de la région MENA. Ça, c'est la dynamique de l'art contemporain de la région MENA entre 2001 et 2011. 2002. 2004. 2008. Janvier 2011. Ça, c'est l'Europe. Ça, c'est une plateforme. Ça, c'est une plateforme européenne. La dynamique de l'art contemporain de la région MENA dans la plateforme européenne. Et ça, c'est une exposition à l'Institut du monde arabe à Paris. Ça, c'est une étude européenne sur la dynamique de l'art de la région MENA. Ça, c'est l'histoire de l'art. Ça, c'est 100% de l'histoire de l'art. Ça, c'est 50% de l'histoire de l'art. Ça, c'est 5 secondes de l'histoire de l'art. Ça, c'est 20 € de l'histoire de l'art. Ça, c'est 10 € de l'histoire de l'art. Et
ça, c'est le marché de l'art. L'étude européenne du marché de l'art contemporain dans la région MENA, dans le marché de l'art. Et ça, c'est un musée d'art contemporain à Dubaï. Donc ça, c'est exactement le musée imaginaire d'art contemporain d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Le musée d'art contemporain est un espace où les fantômes culturels se réunissent sous forme de phénomènes humains. Au musée d'art contemporain du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, tout le monde est étranger, sauf les fantômes. Les artistes sont souvent des immigrants, des exilés, des réfugiés politiques. Les financeurs sont des princes de monarchie arabe des pays de Golfe. Le directeur est de culture européenne. Les commissaires sont cosmopolites. La collection est bâtie sur les dons de musées internationaux et les assureurs des œuvres sont soit suisses, soit américains. En cas de guerre, les F-16 de l'aviation militaire de la coalition internationale ne vont pas attaquer ce musée parce qu'il y a de la valeur dedans. Le musée sera protégé par les œuvres. Pour symboliser cela, un modèle d'avion de chasse F-16 créé par un artiste sera construit avec des épées de soldats arabo-musulmans de l'époque Andalou. Il deviendra une œuvre dans le musée. Un agent gardien muni d'un compteur pour le nombre de visiteurs du musée va compter l'artiste comme visiteur. C'était une erreur. L'artiste récupère le compteur, le place dans le mur et demande à l'agent de l'observer. L'agent s'énerve, il prend une épée du F-16 et il tue l'artiste. Le sang de l'artiste gicle sur le F-16. Le directeur offre le F-16 à un prince d'honneur de fonds pour le musée, pour la collection du musée. L'assureur appelle le prince pour lui dire que l'œuvre est endommagée. Le prince reçoit des frais de dédommagement et la valeur de l'artiste, elle monte. Au milieu de ça, les fantômes observent et sont fascinés. Voilà, ça c'était un extrait d'une performance qui s'appelle Unsighted 14 km. Donc là, je reprends la réalité, je ne suis plus dans la fiction. Et voilà, j'essaie de composer mon travail performatif sur ces questions liées surtout au milieu de l'art contemporain dans la région Nord-Afrique et Moyen-Orient. Cette performance, elle fait partie d'une trilogie de trois autres performances et pièces chorégraphiques. Et à chaque fois, j'essaie de prendre la fiction comme moyen d'analyse. Une pièce qui s'appelle Les Architectes, là où je parle d'un artiste fictif aussi qui était au Maroc, qui était très scandaleux avec son travail artistique. Et à un moment donné, il part à New York. Il devient une valeur sûre du marché de l'art à cause de cette situation scandaleuse autour de son personnage. Sauf qu'en 2008, il y a la crise économique et la performance est autour d'une réunion entre les collectionneurs et l'artiste pour maintenir la valeur des œuvres. Et tout le monde est d'accord que seule la mort de l'artiste est la solution idéale pour maintenir les œuvres. Suite à la mort, il y a bien évidemment une fondation au nom de l'artiste, un musée à son nom, une petite ruelle aussi à son nom. Donc voilà, j'essaie d'analyser les logiques un peu, de comment ça construit, comment on essaie d'importer certaines logiques occidentales dans le milieu de l'art. Donc cet intérêt pour le marché de l'art et le milieu de l'art comme sujet artistique au lieu que juste un milieu que j'existe, il est né de la nature de mon travail entre à la fois les performances et les arts visuels.
Les performances aussi, c'est un espace, c'est un atelier aussi, un atelier de recherche pour mon travail visuel. Souvent, mes travaux visuels sont un archive des actions performatives. Par exemple, le drapeau européen, on va le retrouver dans plusieurs pièces visuelles plus tard, avec des mèches de perceuse qui construisent les étoiles. Et j'essaie un peu de toujours inverser ces positions. J'essaie de me positionner comme un artiste européen qui va aller à Marrakech faire une étude sur, je ne sais pas, ou bien un anthropologue qui va faire une étude sur la scène locale, comment ça fonctionne. Et ça. Donc je prends un peu, j'inverse cette situation. Je me dis, ben si je travaille sur l'Europe, ça sera comment? Ça sera en quoi? Donc j'essaie de jouer sur des logiques normalisées et de les inverser. Tout ce travail il a commencé à Casablanca. Casablanca était un espace qui m'a beaucoup inspiré pour arriver là. Au départ, j'ai vécu dans cette dynamique de l'art contemporain local qui était très indépendante. Là où le mot décolonisation il était très très présent dans les différentes expériences qui étaient présentes, que ce soit dans les arts visuels, dans la musique, dans les arts vivants. C'était assez intéressant d'observer cette indépendance, comment ça s'est construit, parce qu'au premier temps, il était essentiellement construit par les artistes eux-mêmes, certains ils étaient installés en Europe, ils sont rentrés, certains qui étaient à Casablanca, et ils se sont posés des questions sur voilà, comment maintenir surtout l'indépendance. Donc il fallait construire l'espace, il fallait construire le public avec, et limite la politique culturelle. Ils sont devenus des références pour nous, parce qu'on était jeunes à cette époque, et c'était vraiment notre espace d'études. C'était surtout ici, c'était moi à l'école. J'avais fait l'école des arts graphiques à Casablanca. Et les questions ils se sont évoluées au fur et à mesure. Il y a un événement intéressant qui s'est passé. Vous savez, au Maroc, quand on arrive à l'enseignement supérieur, on passe en français. Et de là, je suis parti étudier l'art en France, sauf que c'était en anglais. Et ça, c'était un moment intéressant pour moi pour un peu échapper à ce modèle français, comment ça s'est construit pour moi, parce que surtout au Maroc, on travaillait avec les instituts internationaux, surtout les françaises. Et il y avait un moment, si tu n'avais pas ces institutions dans ton projet artistique, bah, ton projet n'est pas crédible pour tourner, pour de la diffusion, pour de la visibilité. Et j'ai assisté un peu, d'une manière un peu jeune, à la résistance que ça va créer face à cette idée. À un moment donné, les ONG vont se présenter plus indépendants, allemandes, américaines. Et là, c'est plus, on voit que on préfère travailler avec les locaux, moins avec des programmes d'institutions internationales, parce qu'il y a souvent, il y a bien sûr une logique qui s'impose en travaillant avec ces structures. Donc, voilà, j'ai pu aussi assister à ces questions par des moyens de survie avec des collectifs artistiques, que ce soit un collectif d'art numérique ou en danse contemporaine. Il y avait ce qui était un interconnecté entre les différents collectifs et les différentes communautés, qui fait qu'on cherchait toujours des moyens de survie nouvelles. Surtout à Casablanca, c'est vraiment une ville économique, du coup, on essayait d'initier des modèles économiques propres à nous, billetterie, chercher des fonds à travers le crowdfunding. Donc, on a commencé un peu à essayer ça d'une façon un peu pas très construite, mais c'était quand même, ça nous a permis un peu de développer des logiques d'existence. Après, il y a le marché de l'art qui va commencer à s'y intéresser à nous après une crise qui a duré de 2008 jusqu'à 2010, là où le marché il était focalisé sur l'art moderne. Et là, il va essayer
les galeries avaient du mal à maintenir une valeur des prix des tableaux de l'art moderne. Donc, s'y intéresser à des nouvelles formes, la photographie, l'installation, la vidéo. C'est là où j'ai mis mes pieds dans ce milieu. Et c'est là où j'ai vu un peu aussi une histoire qui s'est coupée quelque part. Toute cette dynamique que j'ai vécue entre 2000 et 2015, elle était un peu effacée par le marché de l'art qui cherchait à façonner l'histoire de l'art en fonction d'une logique marchande. C'était surtout ça. Et j'ai trouvé ça un peu injuste. Et c'est pour ça que je commence un peu à développer cette forme performative un peu frontale avec l'exploitation de l'objet pour un peu donner des tutoriels sur ce milieu, comment il se construit, avec l'idée de créer un débat autour de la question de comment on est perçu en tant qu'artiste qui vient d'un territoire qui est le Nord-Afrique. Là, on est souvent considéré comme nous sommes les sujets et moins notre travail, comme s'il y a des cadres là où vraiment l'écoute elle est présente quand on parle de certains aspects comme la désacralisation, les questions sociales qui touchent à l'opposition de certaines valeurs occidentales. Donc, il y a certains mécanismes qui se sont construits, qui commençaient un peu à nous déranger en tant que groupe d'artistes. Et on commençait un peu à chercher où est-ce qu'on peut trouver une solution sur ces rapports, comment on développe. Et c'est là où l'idée, c'était d'amener la question dans l'art lui-même, et que ça devient un sujet et pas que juste un positionnement qui est traité essentiellement dans le milieu académique et qu'il soit aussi traité artistiquement par un accompagnement bien sûr des intellectuels. Et je pense que ça fait depuis un peu 5 ans que je travaille sur cette forme. Je pense que ça crée au moins un débat, que ce soit par rapport à mon public local qui est au Maroc, qui a compris certaines logiques et qui essaie de les confirmer, ou que ce soit par le public international qui se remet en question et qui, en même temps, même l'institution internationale, elle se pose des questions sur comment aujourd'hui on peut inviter un artiste qui vient de ces espaces, parce qu'il y a ce besoin de reconsidération, de revoir les logiques curatoriales. Après, il y a des temps de crise, bien sûr. Là, par exemple, à Marrakech, on assiste à un mouvement, on va dire, là où un nouveau type, un nouveau genre d'orientalisme est très, très présent et qui est surtout soutenu par les locaux, donc ce qui est le plus compliqué à faire face, on va dire. Donc, voilà un peu par rapport à cette idée de travailler sur le milieu de l'art comme sujet. Il y a bien sûr la fiction comme mode d'analyse et de réparation. Je pense en prenant la parole sur scène pour des questions qui sont essentiellement académiques. On fait un travail de médiation pour le public. Et aussi, je pense que la fiction elle a une dimension participatif un peu, donc quand on commence de la réalité et par la suite on va sur des aspects fictionnels, le public il peut rentrer dedans, proposer. On a fait un projet qui s'appelle la Fictional Marrakech Biennale avec 2 artistes marocains aussi. Il y a la Biennale de Marrakech qui est la grande biennale internationale de la région MENA, de l'art après Sharjah. Et qu'on voit à la 6e édition, elle s'annule pour des raisons de conflit politique. Et à ce moment-là, on propose une Fictional Marrakech Biennale, qui est une édition fictive, là où les œuvres ils étaient juste dans un catalogue numérique.
où les artistes, on a invité les artistes à repenser qu'est-ce que ça veut dire la pérennité de la pratique artistique au Maroc, sachant que quand même c'était un des événements les plus importants pour la diffusion des artistes. Et voilà, c'était un moment de s'approprier la question de nos propres pratiques pour sortir un peu des cycles ou bien des cercles de la décision étatique, sachant qu'on a une politique culturelle qui est en défaillance. Si je parle par exemple de Casablanca, là où j'ai grandi, c'est la seule ville au Maroc là où toutes les institutions culturelles dépendent du ministère de l'Intérieur et pas au ministère de la Culture. L'école des Beaux-Arts à Casablanca jusqu'à aujourd'hui, depuis 1945, elle demande l'équivalence universitaire de son diplôme. Elle n'a toujours pas eu. Du coup, tout cela fait que on vit dans une espèce d'indépendance et d'alternative et on essaye de créer des modes propres à nous, que ce soit économique, que ce soit artistique ou intellectuel. On essaie de rester quand même les acteurs de ce milieu. On est peut-être un peu content que cette politique culturelle est en défaillance parce qu'on peut proposer des alternatives intéressantes, en tout cas pour nous. Il y a une autre question que je voulais aussi aborder, c'est dans ce parcours à Casablanca, on a vu un peu une question importante, c'était la question de la marocanité de l'art et qui s'est transformée plus tard par un conflit générationnel en l'art au Maroc. C'est que on voyait que cette question de marocanité de l'art qui était très présente, que ce soit dans l'histoire de l'art, que ce soit dans la demande institutionnelle, internationale, même locale, on voyait une espèce de danger dedans. Surtout au Maroc, les villes, ils nous influencent artistiquement. Tu pars à Marrakech, tu t'installes, automatiquement tu commences à travailler avec des matériaux de genre du bois, de l'artisanat, du cuivre. Tu pars à Casablanca, la nature des questions, elles sont plus dans l'urgence parce que la ville elle est un peu stressante. Il y a beaucoup d'urgence autour de nous. Donc on commençait un peu il y avait un conflit générationnel à ce moment-là, là où des modèles culturels qu'on avait, ils croyaient que la décolonisation, ça passe par l'idée de retrouver la question de la marocanité de l'art. Or, pour nous, il y avait un épuisement à ce moment-là, et on a transféré la question sur l'art au Maroc, au lieu d'aller pour un peu aller vers l'universalité peut-être. Voilà un peu comment ça s'est construit cette forme et on essaie de le faire exister. Pour l'instant, surtout j'ai pu toucher des fonds arabes, que ce soit l'AFAC, Arab Art Focus en Égypte, Maourid à Beyrouth. C'était surtout les gens qui m'ont soutenu pour développer ce genre de travail de performance, à la fois entre le théâtre d'objets et la pratique artistique visuelle. Et c'était assez intéressant comme collaboration, sachant qu'avant, je travaillais avec des institutions internationales, mais c'est souvent problématique où est-ce qu'on va présenter le travail, où est-ce qu'on va faire la première de ce projet et comment on va communiquer autour. Il fallait toujours faire un double effort d'échapper à une certaine lecture, mais sauf que les projets curatoriaux, ils étaient déjà écrits et ils laissaient une fuite à ce genre de lecture. Pour terminer, je reviens à la question du marché de l'art que j'ai côtoyé à Casablanca. Donc, j'ai travaillé avec certaines galeries qui me représentaient et qui me donnaient certaines règles ou bien certains codes. Et heureusement que j'avais ce pratique pluridisciplinaire, là où je pouvais échapper un peu à certaines limites. Je sais, les galeries, ils ont la logique de l'objet. J'ai souvent entendu ça. Tu sais, nous, on est une terre d'Orient. Et il faut l'objet, il faut arrêter avec les concepts, il faut arrêter avec les idées, il faut surtout un objet pour pouvoir capitaliser une valeur autour.
Cela m'a permis, j'ai vu aussi mes amis artistes, leurs expériences, la difficulté de rester dans une sincérité artistique face à ces logiques, bien évidemment sans intervention étatique. Donc c'était pour moi c'était un échappatoire à ces logiques marchandes du marché de l'art pour développer une liberté artistique en parlant de ces questions. Eh bien, un grand merci pour cette performance et présentation. Est-ce qu'on peut prendre peut-être une ou deux questions avant d'enchaîner sur la présentation suivante? Oui, alors. Oui, merci Younes. J'ai une petite question par rapport à une chose que vous avez dite, par rapport à l'auto-orientalisme par les locaux à Marrakech. En fait, je me demandais si vous aviez un élément en tête ou un exemple pour étayer cette idée. Ouais, c'est embarrassant de donner des noms des espaces. Non, mais non, mais je pense Marrakech, c'est un projet politique en soi de maintenir cette image, une ville exotique, une ville c'est vraiment l'industrie touristique marocaine, c'est là. La mémoire collective qu'on a de cet espace, l'espace 2100 plats, tout ça a fait que c'était un espace fertile à créer que le marché de l'art, là où il va proposer des galeries qui vont s'ouvrir, des artistes qui vont s'installer à Marrakech. Et on va voir même l'esthétique de leurs travaux qui va changer, les matériaux qui vont changer. Par exemple, à Casablanca, après une exposition, on va discuter de l'art au sens plutôt intellectuel, alors que Marrakech, on va parler des prix après une exposition. Donc, il y a certaines espaces qui ont pris cette connotation. Marrakech, elle est aujourd'hui la capitale de l'art contemporain africain aussi. Donc elle essaie de maintenir cette image. Elle est très dépendante des institutions internationales. Il y a beaucoup de musées du monde entier qui viennent pour acheter les artistes africains pendant la foire 54 durant le mois de février. Du coup, ils ont des commissions, il faut acheter 5 artistes et tout le monde il investit au maximum pour que cette image se maintienne. On a vu un peu la fin de la Biennale de Marrakech, qui était quand même le seul événement là au Maroc qui regroupait une communauté internationale, là où la qualité des idées, des propositions était intéressante. Et il fallait le transférer à Rabat. C'est parce que la Biennale de Rabat, elle a remplacé celle de Marrakech. Les fonds, ils sont partis à Rabat. Du coup, il y a une volonté locale de maintenir cette image. Et tout était prêt pour ça, je pense. L'infrastructure, elle était là. Il fallait juste proposer. Ce qui est un peu compliqué, c'est dans l'écriture de l'histoire de l'art. Il y a beaucoup, par exemple, de chercheurs académiques qui viennent et qui donnent qu'ils ont une certaine vision et qu'ils veulent la confirmer, sauf que parfois, c'est avec les artistes qui sont sur place, ça s'annule certaines idées. Il y a aussi un autre phénomène un peu particulier. Tu as des chercheurs qui viennent et des anthropologues surtout, qui demandent des interviews, qui font leurs recherches de PhD, sauf que ils t'envoient jamais une copie de ce que de ce que tu as dit, et au moins juste un extrait. Il y a toujours un contrôle du récit, du narratif autour de cet espace. À Casablanca, par exemple, je ne sais pas si tu connais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette nature. C'est une ville. C'est une ville moderne construite durant la colonisation. C'était surtout un rêve capitaliste. C'est un mini Maroc. Tout le monde y vient avec l'idée qu'il va partir. Donc tout le monde est dans l'abondance de l'espace public. Et ça a créé un peu
une interaction, une urgence en tout cas, qui se manifeste dans les propositions des artistes. Est-ce qu'on a une autre question? Moi, je voulais ajouter un petit mot. La performance était absolument fascinante et percutante. Et en plus, dans un espace voilà, comme ici, ça nous fait d'autant plus réfléchir à cette question de la définition du marché de l'art sous une forme voilà, vraiment très percutante sur les logiques de la marchandisation de l'art et de la production de la valeur des œuvres. Je me posais peut-être une question aussi qui était par rapport aux espaces où c'est possible de présenter ce type de travail alternatif au Maroc. Quels sont les réseaux qui ont pu se développer aussi bien en termes d'exposition, mais peut-être aussi, on parlait de cette écriture, d'une réécriture en fait, de l'histoire de l'art aussi à travers d'autres points de vue, notre approche. Quels seraient ces lieux et ces différents lieux qui ont aussi contribué au développement de votre pratique? Oui, c'est surtout des lieux indépendants avec un regard curatorial d'une personne qui est le propriétaire de lieux. J'ai parlé avant de cette interconnectivité entre les communautés. Donc les espaces, ils sont généralement, la plupart du temps, tu trouves un centre d'art, c'est un atelier d'un artiste, mais qui propose aussi une programmation avec d'autres artistes. C'est surtout ce genre d'espace qui aussi l'espace public quand même on essaie d'intégrer de s'approprier cet espace avec une intelligence de la fonctionnalité de l'espace public. Il y a certaines oui, c'est surtout des espaces privés, des galeries d'art mais pas trop. Des ateliers d'artistes et voilà, l'espace public. L'espace institutionnel, rarement. Le musée, une fois, il a essayé d'organiser un petit festival, mais ils n'avaient pas les moyens. Les théâtres nationaux, ils sont un peu en distance face à ces formes, ils ne comprennent pas. Mais en même temps, ils ne nous censurent pas vraiment. Ils nous laissent faire ce qu'on souhaite faire. On ouvre les lieux dans des conditions parfois même sans autorisation. Ça n'empêche pas qu'il y a une censure, certainement il y a. Donc c'est surtout ça, les espaces qui proposent. C'est des espaces qu'on peut compter, c'est une vingtaine, là où on va circuler autour avec des moyens, parfois c'est gratuitement, parfois avec des moyens de bord, parfois c'est de l'investissement. Parfois, c'est un échange. Parfois, je donne une performance pour recevoir une œuvre dans ma collection. Donc c'est surtout une communauté qui est consciente qu'elle doit construire tout, les espaces, le public, l'intérêt. Et c'est ça qui fait aussi sa fraîcheur, on va dire. Et en termes des questions d'actualité, ils sont aussi partagés dans cette communauté. Mais ça n'empêche qu'il y a aussi une communauté très forte qui est les artistes plasticiens, art moderne surtout, qui sont bien organisés. Il y a certaines institutions, mais sans rapport conflictuel. Merci beaucoup, Younes. Merci. Alors, on aura de toute façon un temps de débat à la fin du panel aussi. On va essayer de garder un petit peu de temps pour revenir sur des questions un petit peu transversale à la fin, mais on va passer à la deuxième présentation de Amine Moghadam sur les entrepreneurs culturels, le rôle des mobilités artistiques et les espaces cosmopolites à Dubaï. Alors Amine est géographe, il a obtenu un doctorat en géographie à l'université de Lyon 2. Il a été chercheur postdoctorant au Center for Iran and Persian Gulf Studies de l'université de Princeton de 2016 à 2020. Et depuis janvier 2021, il est senior researcher à l'université de Ryerson à Toronto, au sein de la chaire d'excellence en recherche du Canada sur la migration et l'intégration. Ses recherches et publications ont porté sur les politiques et pratiques migratoires, sur la diaspora iranienne, sur les circulations culturelles et les mobilités artistiques au Moyen-Orient, en particulier dans la région du Golfe Persique.
C'est à toi. Le lien avec le monde arabe dans ma présentation, c'est à travers en fait le parcours de personnages que je vais définir comme entrepreneurs culturels pour lesquels Dubaï joue un rôle important. Dans une série télévisée iranienne récente qui s'appelle Orozadeh, fils ou fille de notable ou de l'élite, l'une des séries les plus suivies en Iran entre juillet 2020 et le début de janvier 2021, le personnage principal est Nima Bahri, qui est le fils d'un révolutionnaire iranien devenu aujourd'hui ministre de l'économie et impliqué dans de nombreuses affaires de corruption. Nima est passionné de l'art contemporain et les ventes aux enchères de Téhéran, où il se rend régulièrement, est le lieu phare de la plupart des épisodes de la série. Et il faut rappeler que la série a été produite par les groupes proches des gardiens de la Révolution. Nima est entouré d'artistes renommés qui le conseillent pour l'acquisition des œuvres d'art, pour l'organisation des concerts de musique ou tout simplement pour fabriquer des œuvres fallacieuses qui vont dans le marché de l'art. Ceci constitue pour Nima, donc pour ce personnage de série télévisée, une sorte de jeu dont il jouit de la réussite en parallèle aux autres affaires colossales dans lesquelles donc, il est impliqué. Nima est caractériel et baigne dans l'opulence et la corruption de son père, jadis révolutionnaire. Alors, c'est la question qui se pose, c'est pourquoi les gardiens de la Révolution ont financé une telle série en Iran. Ce personnage partage des traits communs avec la description que je vais faire de l'entrepreneur culturel dans cette présentation. Une figure emblématique de l'évolution de la révolution iranienne pour qui les échanges et les mobilités artistiques aux échelles de la ville de Téhéran, de la région, y compris et surtout Dubaï, jouent donc un rôle important. L'entrepreneur culturel n'est pas une personne en soi. Ma démarche consiste surtout à construire une figure idéale typique donc dans le monde de l'art iranien, une figure qui me permet aussi d'interroger et de poser des questions sur l'émergence d'espaces géographiques qu'on peut aussi qualifier de cosmopolites, mais aussi de parcours. Et c'est surtout sur le parcours que je vais insister dans cette présentation et moins sur les espaces physiques urbains que j'ai abordés dans quelques articles publiés sur ce sujet. Les débuts de cette réflexion datent de mon expérience en tant que responsable des relations publiques en 2011 dans une galerie d'art quand je faisais à Dubaï, quand je faisais ma thèse de doctorat, suivie par donc plusieurs programmes de recherche dans lesquels j'ai étudié les mobilités artistiques entre Dubaï et Téhéran, et à travers lesquels j'ai mené une 60aine d'entretiens avec donc des galeristes, les agents immobiliers, les curateurs. Et je dois dire que ma participation active en tant qu'universitaire, en acceptant de rédiger des textes, par exemple pour les galeries ou en organisant des panels, m'ont aussi permis d'accéder, en fait, d'avoir accès aux espaces gérés par ces individus que plus tard donc, j'ai définis comme entrepreneurs culturels, en plus d'une conférence en 2017 à Téhéran et à Ispahan qui s'appelait donc Mobilité humaine et création. La figure de l'entrepreneur culturel vacille, je dirais, entre le galériste, le mécène, le collectionneur, voire l'artiste lui-même, mais ce qui le distingue des autres est sa volonté d'agir et d'apparaître sur plusieurs tableaux et des ressources colossales qu'il arrive à mobiliser pour atteindre ses objectifs. Il n'est pas un simple acheteur, un simple mécène ou un simple galériste. Il se distingue par sa capacité d'associer plusieurs sphères d'influence, donc politique, artistique et économique. Mais comme je vais essayer de le montrer, son pouvoir s'inscrit aussi dans les relations d'interdépendance avec d'autres acteurs sociaux. La notion de l'entrepreneur et par l'extension de l'entrepreneur culturel a été présente de manière directe ou indirecte dans les écrits classiques, je dirais, en économie et en sociologie. C'est surtout dans les écrits de l'économiste Schumpeter que cette figure est décrite et se distingue notamment de celle du capitaliste marxien.
Les écrits récents qui portent sur l'entrepreneuriat culturel, souvent en relation avec l'économie de la culture, des industries créatives, se réfèrent aussi à la description idéale typique de Schumpeter, et par exemple la description qu'en fait Richard Swedberg, donc le sociologue suédois. Je le cite: « Je dirais plutôt dans l'esprit de Schumpeter que l'entrepreneuriat économique vise principalement à créer quelque chose de nouveau et rentable dans le domaine de l'économie, tandis que l'entrepreneuriat culturel vise à créer quelque chose de nouveau et apprécié, surtout apprécié, dans le monde de la culture. Si l'argent est souvent une composante cruciale dans l'entrepreneuriat culturel, il ne constitue pas son objectif premier. » Donc, fin de citation. Les questions donc, auxquelles j'essaie de répondre dans cette présentation, c'est qui sont ces entrepreneurs culturels dans le contexte iranien, dans quelles conditions apparaissent-ils, et puis aussi le rôle de Dubaï dans ce parcours. Donc, pour répondre à ces questions, j'adopte une approche qu'on peut appeler une approche connectée, qui met donc en relation les deux villes de Dubaï et Téhéran par le biais de circuits de pratiques artistiques et de parcours des mobilités d'individus. Donc, il ne s'agit pas d'une comparaison, mais d'une mise en réseau de villes à travers ce type de parcours. Le contexte donc, iranien est intéressant pour étudier ce type d'entrepreneuriat culturel, notamment avec le changement qui s'est opéré au moment de la révolution islamique de 1979. Comme vous le savez, probablement, l'impératrice Faradiba a joué un rôle très important pour le développement de l'art contemporain et l'art moderne en Iran. Donc c'était surtout l'État qui avait, à travers ces diverses institutions, un rôle important dans la promotion des formes artistiques iraniennes et non iraniennes. Et de plus, un marché régional n'existait pas encore avant 1979 pour les œuvres iraniennes. L'internationalisation du marché de l'art iranien s'effectuait principalement par les activités des ambassades et des centres culturels étrangers en Iran. Les entrepreneurs culturels iraniens dont je parle, ou cette figure idéale typique, appartiennent essentiellement à l'élite qui a émergé après la révolution de 1979 et surtout une date clé. Tout à l'heure, on parlait de pourquoi on parle de shift à une date donnée. Je pense qu'une date qu'on oublie un peu, en tout cas une période, c'est la fin de la guerre Iran-Irak, où on commence à voir les politiques de libéralisation économique, et surtout la guerre est finie, et donc maintenant les révolutionnaires se retrouvent dans des relations de compétition et de rivalité importantes pour avoir accès aux ressources économiques. Bien sûr, certains acteurs clés de la période pré-révolutionnaire continuent à participer aux dynamiques artistiques, mais ceux qui notamment pour créer des liens avec la scène occidentale, mais ceux qui sont au sommet de la pyramide, ceux qui ont le plus de pouvoir économique et social et politique, appartiennent donc à cette élite post-révolutionnaire et donc islamique. Les quelques entrepreneurs qui sont en mesure d'influencer la scène artistique, je parle d'influence pas artistique, mais au sens de type de financement, de budget qu'ils peuvent mettre pour ces projets, ils ont quelques caractéristiques communes, par exemple leur âge, entre 30 et 50 ans. Rappelons que la République islamique a donc 42 ans. Ils sont actifs dans plusieurs secteurs culturels, ils entretiennent des relations étroites avec les États iraniens qui leur apportent donc une protection. Ils participent régulièrement aux événements artistiques annuels à Dubaï et dans d'autres villes du monde et contribuent donc à l'internationalisation de la scène artistique à l'intérieur de l'Iran. Ces jeunes sont issus des familles qui ont accumulé donc des richesses pendant la période révolutionnaire et qui considèrent qu'il est important d'acquérir aussi un capital symbolique et culturel au-delà de leur richesse donc, économique. Les réseaux ramifiés, la volonté de participer à ces pratiques artistiques provient souvent de leur volonté d'être globale, d'avoir accès aux ressources globales. Mais ce devenir global est un processus par étapes qui passe par l'occupation des scènes artistiques locales, régionales et puis éventuellement globales. Alors les réseaux ramifiés dont ils disposent, les fonds importants
des sources de financement, des bonnes relations, par exemple, avec la douane iranienne pour l'importation et l'exportation des œuvres d'art, les négociations permanentes avec l'État pour éviter la censure et le contrôle des espaces urbains à Téhéran pour donc, les espaces qui hébergent ce genre d'activité. Les fonds déployés par les entrepreneurs culturels pour satisfaire leurs ambitions souvent paraissent parfois illimités, tellement il y a, en plus dans un contexte de sanctions internationales et d'appauvrissement de la population, on a des grands projets, des financements très importants. Et on a des exemples d'un jeune entrepreneur qui aurait reçu un prêt d'un établissement bancaire où son père travaille comme directeur, ça a été rendu public. Un autre qui a été accusé d'avoir utilisé frauduleusement les fonds de pension d'enseignants retraités pour produire une série télévisée, donc sous le gouvernement de Rouhani, donc le précédent président de la République. Et à l'échelle donc de locale, la production de la localité, je dirais, artistique reflète les relations donc existantes entre ces entrepreneurs culturels et les autorités de l'État, mais dans une définition un peu plus large de l'État, ne serait-il pas l'État eux-mêmes? Dans le contexte iranien, le retrait de l'État du domaine de l'art, au sens officiel du terme, c'est-à-dire de participation active avec un budget dans l'art contemporain, a alimenté l'entrepreneuriat culturel de ce type. Donc ça pose une série de questions aussi sur qu'est-ce qui est privé, qu'est-ce qui est public, semi-public, semi-privé, dans le contexte iranien. La gouvernance néolibérale, et encore néolibérale, il faut y penser en termes de technologie, je dirais, comme dit Aiwa Hong, et pas forcément de situation, c'est-à-dire que c'est vraiment une forme de néolibéralisme iranien avec ses spécificités, donc favorise l'émergence de sociabilité, d'espaces cosmopolites, d'internationalisation dans le contexte iranien que vous connaissez, soumis aux sanctions internationales et l'isolement. Je cite un entrepreneur qui était d'ailleurs donc aussi fils d'un banquier, qui a mis en place les premières banques privées au lendemain de la guerre Iran-Irak. Je le cite. « J'ai contribué financièrement à de nombreux projets de rénovation et à l'installation de nouveaux systèmes techniques dans les musées d'art contemporain de Téhéran. À certaines occasions, lorsque le directeur de musée voulait voyager, j'ai payé son voyage et son séjour à l'étranger. J'ai même organisé des réunions pour lui. Mais maintenant, c'est un fonctionnaire de l'État. Il connaît les limites du système et il nous aide à trouver des solutions pour contourner les circuits habituels. Bien sûr, il ne peut pas aller trop loin, car il doit aussi protéger sa position et défendre les idées révolutionnaires. C'est ce que visaient les acteurs étatiques. Agir simplement, c'est ce qu'on leur demande, c'est de nous donner de l'autonomie. Et il y a une relation d'interdépendance entre nous et les acteurs étatiques, mais la scène de la capitale n'a pas besoin d'eux. Ils n'ont que d'aller dans les villages, les campagnes pour expliquer ce que c'est le théâtre ou l'art contemporain. Nous, on s'occupe en gros de la capitale. Donc la légitimité de l'entreprise privée repose souvent sur l'accès à diverses sphères d'influence à l'échelle régionale et internationale, mais aussi l'infranchissement des contraintes qui limitent habituellement les acteurs publics, notamment la censure islamique dans le contexte iranien. La sous-traitance donc, crée une rhétorique particulière aussi de ces individus qui s'appuie sur un discours qui met en avant d'une part le caractère indépendant de l'entrepreneur, et d'autre part, son engagement pour le développement du pays et son rôle de pionnier pour faire connaître la scène artistique locale au reste du monde. Dans cette rhétorique, l'entrepreneur est avant tout un patriote qui rappelle les actions héroïques de leurs parents pour le bien du pays, notamment pendant la guerre Iran-Irak ou dans la période de reconstruction. En effet, donc, l'éthos cosmopolite de l'entrepreneur culturel est ancré dans un récit national autant que dans un récit d'ouverture donc, sur le monde. Mais, malgré leur pouvoir local, les entrepreneurs culturels post-révolutionnaires ne jouissent pas du type de statut honorifique qui avait permis, par exemple, à l'impératrice Faradiba d'entrer directement en contact avec les cercles artistiques pour que, par exemple,
les grands artistes se déplacent en Iran et qu'ils soient reçus dans sa cour. La position de la République islamique vis-à-vis de l'Occident et son intégration limitée a fait que pour ces élites émergentes, la globalisation et l'accès aux ressources globales n'allaient pas de soi. Donc il fallait bien construire cette nouvelle accès, notamment pour la deuxième génération, qui sont donc les Orazadeh, on les appelle au-delà de la série télévisée, dans le langage courant aujourd'hui, Orazadeh, donc fils ou filles de notables. Cependant, au fil des années, l'intérêt des pays occidentaux pour les arts du Moyen-Orient, pour l'art iranien, d'abord le cinéma iranien, et depuis une dizaine d'années, l'art contemporain, l'internationalisation du marché, ont donné naissance donc à une nouvelle sphère d'influence auquel ils participent. Dans je dirais, ce processus progressif d'internationalisation, Dubaï a joué un rôle important à partir des années 2000 en tant que territoire accessible à cette nouvelle élite. Il faut dire que toutes les villes étrangères ne leur étaient pas forcément accessibles, et c'est progressivement transformé donc en une plateforme, ou alors on dirait un tremplin à partir duquel se mondialiser et, pour citer les deux sociologues Cousin et Chevin, acquérir donc un capital social international. C'est à cette période que Dubaï a commencé donc un rôle important dans la scène artistique moyen-orientale et iranienne. Les hommes d'affaires iraniens basés aux Émirats ont commencé à constituer des collections d'art qui donc incluent des artistes iraniens, mais aussi de la diaspora. Et par ailleurs, les institutions émiriennes de promotion de l'art, comme Art Dubaï, la foire de la ville de Dubaï, a nommé des ambassadeurs dans les pays les plus importants pour la région, comme l'Iran et l'Arabie saoudite. Et ces ambassadeurs, c'était des individus, eux-mêmes souvent des collectionneurs, qui se déplaçaient dans les pays voisins pour identifier les artistes, les galeries, qui allaient ensuite être représentés. Donc des galas, des réunions, des dîners, des cocktails, comme vous pouvez imaginer. Le calendrier des manifestations d'art visuel aux Émirats, notamment à Dubaï, donc avec la foire d'art de Dubaï, Art Dubai, Abu Dhabi Art Fair et la Biennale de Sharjah, ont constitué donc une scène artistique importante pour les artistes iraniens, bien sûr, mais aussi pour ces individus qui cherchaient à s'internationaliser, à rencontrer les acteurs internationaux. Et le nombre de galeries donc, de Art Dubaï a augmenté entre 10 en 2006 à 90 en 2019. L'édition 2020 a été annulée et en raison de la Covid, la pandémie. Et bon, on ne peut pas vraiment comparer l'édition 2021 où j'étais parce que le nombre de galeries ont beaucoup baissé, la participation était loin, mais en tout cas jusqu'à 2019, la participation des Iraniens était très importante. Les institutions internationales comme l'ACMA, Tate Museum, Guggenheim, British Museum, Centre Pompidou ont participé activement à toutes les éditions de la foire. Et c'est aussi intéressant de se mettre à l'échelle de la foire elle-même, où les modalités d'accès à la foire dépendent souvent de la catégorie à laquelle appartiennent les acteurs. Donc un système de cartes, bon, c'est assez courant, différencié en fonction de si on a une carte collectionneur ou si on a une carte de VIP ou si on est grand public. De la même manière, les heures d'ouverture. Et je dis ça parce que c'est un rituel important parce qu'en fait, cette hiérarchisation de la foire participe aux relations de compétition et rivalité entre ces individus qui chacun veut le montrer, qui ont plus ou moins d'importance sur cette scène. Donc, en gros, la ville de Dubaï a offert, d'une certaine manière, satisfait ses besoins d'internationalisation des entrepreneurs culturels iraniens issus de l'élite donc émergente. Et un autre point important pour ces entrepreneurs culturels, c'est que Dubaï facilite aussi les rencontres entre les Iraniennes, les artistes ou les entrepreneurs pré- et post-révolutionnaires. La question de la légitimité se pose régulièrement quant à leur engagement dans les arts. Évidemment, ceux qui appartiennent à la monarchie ont un regard méprisant, mais en même temps, ils dépendent de la nouvelle élite pour pouvoir accéder. Et par ailleurs l'élite post-révolutionnaire cherche à renforcer sa crédibilité
en se dissociant du corps révolutionnaire pour montrer une nouvelle image au reste du monde. Je vais conclure juste par une question, parce que, alors, bon, il y a un point que je n'aurai pas le temps de développer sur la dimension un peu, la diplomatie culturelle de ces activités entre les deux pays. On pourra en parler dans la question. Mais la question qui reste à répondre, je dirais, à travers ce type d'études, c'est qu'est-ce qui fait que, en fait, qu'est-ce que la sacralisation des arts et de la figure de l'artiste, je dirais, ainsi que les espaces cosmopolites qui en découlent, nous disent en fait sur le système axiologique de la société iranienne et sur les profondes mutations donc, qu'elle subit, qu'elle observe. Comment les hommes pieux des débuts de la République islamique ont-ils pu se transformer en entrepreneurs culturels dont le statut social ne découle pas de la pratique religieuse, comme l'a montré par exemple Farid Boudelkha dans ses travaux, mais du fait qu'ils parrainent les arts ou qu'ils sont des sponsors de l'art. Bon, c'est vraiment des questions à creuser, mais Max Weber nous a bien montré que l'art parfois remplace les fonctions symboliques, économiques, rituelles et même triviales de la religion et forme donc des communautés de valeurs et de pratiques nouvelles avec des stratégies de distinction qu'on connaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amine, pour cette riche présentation qui donc nous continue dans cette compréhension des différents acteurs culturels, entrepreneurs culturels qui gravitent autour de la production aussi de différentes scènes. Est-ce que vous avez quelques questions? Oui, bien sûr. Quand vous décrivez les entrepreneurs culturels iraniens, vous ne dites rien de leur genre, enfin de leur sexe, en fait, si ce sont des hommes ou des femmes, et ça m'intéresserait de le savoir, enfin, un peu au moins en proportion. Et d'autre part, vous dites rien non plus des distinctions religieuses au sein de l'islam, et je me demandais si la place de Dubaï, outre que c'est une place importante pour l'art contemporain de la région, je crois me souvenir qu'il y a aussi une majorité chiite à Dubaï, et si ça joue dans le contexte local, ou si c'est complètement indifférent. Pour répondre à votre première question, la plupart des entrepreneurs culturels, et je ne parle pas ici de galéristes, mais vraiment des entrepreneurs culturels de cette ampleur, sont des hommes en Iran. Donc ceux qui peuvent mettre des sommes importantes. Et pour répondre à la deuxième question, donc Dubaï, les Émirats arabes unis sont à majorité sunnite. Non, Dubaï c'est aussi à majorité sunnite. Non, c'est Bahreïn où il y a une communauté chiite importante, mais Dubaï c'est sunnite. Donc la dimension religieuse dans ces pratiques d'art contemporain entre grandes métropoles ne sont pas vraiment, je ne pense pas que la dimension religieuse joue un rôle important. Il y a d'autres types de relations sur lesquelles j'ai travaillé pour ma thèse de doctorat sur la migration iranienne aux Émirats, qui s'effectue à l'échelle de la région du Golfe, donc entre les régions sunnites d'Iran et les Émirats, qui sont donc sunnites à majorité. Et là, la dimension religieuse est importante dans ces pratiques transnationales à l'échelle du Golfe. Mais entre mes grandes métropoles, c'est une autre forme d'appartenance qui prime, je dirais. Oui, merci. Dans quel sens les orientations idéologiques des entrepreneurs culturels dont vous parlez orientent les productions artistiques? On a remarqué une poussée importante de la houroufia dans la région. Peut-être que ça a un rapport avec ce dont vous parlez. Et d'autres qui viennent des factions plus conservatrices. Mais ce qui est intéressant à regarder, par exemple, dans leurs pratiques de collection, c'est que eux aussi sont partis des pratiques de collection souvent plus traditionnelles, plus
plus conservatrice, je dirais, et qui avec, le point que je n'ai pas eu le temps de développer, c'était l'interdépendance avec d'autres acteurs sociaux dans la scène iranienne, et notamment leur besoin de faire appel aux artistes iraniens de classe moyenne, par exemple, ou des artistes iraniens de la diaspora, à qui ils ont fait appel, ils sont retournés en Iran, ils ont participé. Et ces artistes, donc ceux qu'on peut du coup dans l'autre sens appeler des acteurs intermédiaires ou médiateurs, ont participé aussi à l'évolution de leur goût en fait pour l'art, de leur goût esthétique, ou de ce qu'on appelle souvent les galeristes ou les collectionneurs, ils disent éduquer les collectionneurs, hein. On va les éduquer. Donc, et c'était un peu et je pense que plutôt que de dire où ils se situent aujourd'hui, c'est intéressant de regarder l'évolution qu'ils ont connue depuis une vingtaine d'années et le rôle important que les curateurs, les universitaires, qui ne font pas partie de cette élite économique, ont joué dans... Et donc aujourd'hui, quand vous regardez, c'est des gens qui... Vous serez étonné de savoir que l'un de ces individus a financé le dernier film de Godard en France, en partie. Ou qu'il aurait invité, comment il s'appelle, cet artiste algérien qui était à... Nail Beloufa à Téhéran. C'est un artiste algérien connu en France. Voilà. Donc pour vous dire que pour être reconnus sur la scène internationale, ils ont aussi accepté une évolution de leur goût et des choix artistiques pour être reconnus sur d'autres scènes et pas seulement sur la scène iranienne. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je voulais peut-être juste finir avec une question qu'on avait posée en introduction de ce panel, ce qui était autour de la professionnalisation. Donc on a une bonne idée des contours, on comprend qu'il y a un capital économique, social derrière ces différents entrepreneurs culturels, mais est-ce qu'il y a à un moment une formation en termes de métier d'art ou est-ce qu'il y a les lieux tout simplement pour le faire ? Est-ce que ça fait partie de formations à l'étranger ? Les individus, ces entrepreneurs culturels, pour la plupart, ils viennent de management, d'ingénierie, de l'économie, donc ils n'ont pas à faire de formation dans l'art. Leur professionnalisation, pour revenir à la question d'avance, passe justement par leur pouvoir à faire impliquer des artistes, des curateurs, des universitaires qui viennent et qui ont eux aussi un discours de on va vous éduquer pour que vous achetiez cela ou pour que vous montriez tel artiste. Et en fait, ce qui est important de rappeler, c'est que les artistes aussi participent à cette dynamique. Souvent, d'ailleurs, plusieurs artistes, si vous regardez dans les réseaux sociaux iraniens, ont dénoncé ces individus en disant c'est des corrompus, mais en fait, en premier, ils ont bénéficié de ces réseaux. Donc, on a des réseaux dans les réseaux sociaux iraniens de l'art. Il y a un mime iranien qui aussi dénonce en permanence ces individus. En fait, moi, je ne dis pas leur nom, mais pas pour des raisons déontologiques, mais ils sont partout. Et donc, en fait, ces relations d'interdépendance entre les acteurs intermédiaires, médiateurs, auxquels les artistes participent, c'est vraiment, je dirais, la professionnalisation, participe aussi à la professionnalisation de ces individus, d'une certaine manière. Professionnalisation en termes de choix esthétiques, mais aussi de pratiques artistiques, par exemple, ne serait-ce que savoir comment faire remplir les applications pour, par exemple, Art Basel. C'est très compliqué de faire une demande pour participer. Donc, à qui on fait appel? À un artiste iranien qui habite à Paris, qui va leur apprendre à comment faire une demande. Ou les règles curatoriales de comment écrire un texte, les statements, donc tous les aspects techniques et voilà, qui participent à la professionnalisation. Merci beaucoup. Quel type de concurrence entre ces entrepreneurs, entre eux, sachant leur caractère un peu, vous avez dit, corrompu, donc je m'intéresse aux logiques de la concurrence entre eux. La concurrence, vous voulez dire au niveau artistique, du coup déjà, ils sont des héritiers de la révolution. Donc, ouais, la révolution islamique,
s'est constitué autour, enfin comme la plupart des révolutions d'ailleurs, des groupes qui étaient en compétition les uns avec les autres. Et puis un groupe en particulier a monopolisé la révolution. Donc pendant les années de la guerre, si vous voulez, ces groupes-là, les groupes qui ont eu accès au pouvoir, géraient leurs relations parce que c'était la guerre. Au lendemain de la guerre Iran-Irak, ces groupes qui avaient chacun eu accès à des ressources différentes, le pétrole, le ciment, la pétrochimie, je peux parler de l'importation des voitures. Déjà, ils étaient, ces individus, par leurs parents en compétition. Et la question de la corruption que Fariba Adelkha a étudié, l'anthropologue franco-iranienne, malheureusement en prison aujourd'hui, de manière vraiment excellente dans les années 90, où personne ne parlait de la corruption, est née de ce contexte révolutionnaire. Je dirais que la scène artistique, c'est juste une petite scène où c'est un exemple de l'ensemble de la scène politique iranienne, où on voit ces rivalités-là, mais à travers les pratiques artistiques. Donc, par exemple, quel artiste occidental on va réussir à convaincre pour venir faire une solo show à Téhéran? Vous voyez, et puis souvent les artistes occidentaux en fait ils sont pas au courant de ces compétitions-là, donc ils sont très contents d'aller à Téhéran et d'exposer parce que c'est en plus un peu exotique, génial, Téhéran est sous sanction, donc, mais ils connaissent pas ces compétitions-là, alors que eux par ailleurs en Iran ils sont en compétition pour avoir accès à des artistes occidentaux, aux curateurs renommés. Je peux le dire, mais le problème, c'est qu'en fait, dans le monde occidental, on n'est pas au courant de ces compétitions-là. Donc, Bruno Latour finit par faire aussi un programme avec ces fondations-là. Mais bon, après, évidemment, on n'est pas au courant de tous ces conflits à l'intérieur de l'Iran sur ces questions. Merci beaucoup, Amine. Et donc, on va passer à notre dernière présentation du panel, donc par Wadi Anani. Vous êtes avec nous? Alors. Bonjour. Alors, donc vous allez nous faire une présentation sur la fabrique d'un film, du jeu à la réalisation. Quelques petits mots donc avant de commencer. Lorsque vous avez fini vos études en production télévisée à l'université Birzeit en Palestine. Vous avez ensuite voyagé pour travailler au Moyen-Orient et en Europe, travaillant pour plusieurs sociétés de production. Et vous avez obtenu votre diplôme de documentaire à la FEMIS en 2019. Maintenant, vous travaillez sur votre premier film avec Agathe Film, le soutien du CNC et Pictanovo. Voilà, donc nous vous écoutons. Merci, bonjour. Et j'aimerais bien commencer où vous avez déjà fini. C'est la question de la professionnalisation. Et ça m'intéresse de construire les choses à partir de là, pour parler de l'industrie, de la création audiovisuelle dans le monde arabe. Et moi, je vais raconter une histoire personnelle qui m'a bien fait en fait dans ma vie. Et j'ai fait l'étude exactement de production télévisée en Palestine. Et pendant mon travail dans une boîte de production à Ramallah en Palestine, après un an, je tournais un reportage. C'était une boîte de production qui produit beaucoup de publicité, de produits pour les télévisions, les chaînes de télévision. Et je rencontrais là-bas un réalisateur palestinien qui fait des documentaires. Juste, pardon, on a un petit problème. De notre côté, on ne vous entend pas toujours très bien. C'est un peu irrégulier. Il faudrait bien se rapprocher du micro, en tout cas. Oui, bien sûr. OK. Ouais, c'est pas grave. Alors, c'est simplement pendant mon travail avec une boîte de production après l'université. Je regardais un film dans une salle de cinéma. J'étais là avec mon caméra pour tourner un reportage sur la projection de film. Quand j'ai fini l'université, je commençais tout de suite à travailler sur les reportages, surtout culturels et artistiques en Palestine. Et là, je rencontrais un réalisateur palestinien qui habite à Paris. Et je vois son film et je dis, c'est ça, qu'est-ce que je veux faire? Et je sais bien que c'est ça, qu'est-ce que je veux faire. Alors, quand on a rencontré, j'ai fait l'interview avec lui.
avec un journaliste française qui a posé des questions. J'étais derrière la caméra, j'écoute, je regardais son film, je dis, voilà, je crois c'est avec lui, il y a quelque chose à commencer. Un an et demi après, j'étais invité à Paris comme un artiste invité à Cité des Arts. Et la première chose que j'ai fait, j'ai appelé le monsieur, il s'appelle Raed Andoni. Je dis, Raed, c'est moi. On a rencontré il y a un an et demi, j'étais derrière la caméra, on prend un café, oui, bien sûr. Rendez-vous, on a commencé à parler. 3 ans après, le premier rendez-vous, on a travaillé ensemble sur Ghost Hunting. Et c'est le documentaire qui a gagné l'Ours d'Or à Berlin, ou l'Ours de meilleur documentaire à Berlin. Et c'était incroyable parce que les 3 ans, c'était les 3 ans de travail et les 3 ans d'apprentissage. Et j'ai raconté cette histoire juste pour dire que quelquefois, dans le monde arabe, ou plusieurs fois même, c'est difficile à construire quelque chose là-bas. Sauf peut-être dans quelques pays comme Égypte, par exemple, où l'industrie du cinéma est très active. Alors, il y a beaucoup de production, il y a beaucoup de travail, parce que les cinémas, les tickets, ça marche bien. Il y a une industrie. Sauf Égypte, je ne vois pas beaucoup de choses qui tournent dans le monde arabe, des cinémas qui sont actifs, alors l'industrie qui sont actives. Je parle d'un cinéma local, un cinéma de la région, de pays. Sinon, je peux parler de la Maroc, tous les tournages internationaux. Je peux parler maintenant de Jordanie, tous les tournages internationaux. Et il y a de travail, bien sûr. Alors, et quand il y a de travail, quand il y a un tournage international, les talents locaux de Jordanie, par exemple, ils ont un petit peu de chance d'être, je ne sais pas, un pourcentage dans les machines de production. Et souvent, ce n'est pas le rôle principal dans le travail quand il y a un tournage international chez nous. Alors, je reviens vers les questions principales de comment quelqu'un a un talent dans le monde arabe et il veut faire son chemin comme un professionnel de cinéma. Et, je prends d'abord le technicien. Les techniciens d'image, son, lumière et les autres. Comment ils construisent leur savoir? Il y a beaucoup de self-learning, apprentissage personnel, des livres, de YouTube, il y a pas beaucoup d'écoles de cinéma, mais voilà, c'est très limité. Et après, quelquefois, c'est un volontariat dans les films qui tournent dans la région. Et c'est comme ça qu'ils commencent à construire leur savoir. Et après, comment ils développent leur talent, ils vont faire, bien sûr, c'est le volontariat, c'est très important. Et ils vont autoproduire, des projets d'autoproduits, et petit à petit vers les vrais travail, les vrais jobs. Et les réseaux, c'est construit en façon partout, c'est la même, et dans le monde arabe, c'est le même. C'est les réseaux personnels. Ça veut dire qu'il faut entrer dans les réseaux, il faut entrer dans les networks qui existent déjà, les gens qui connaissent, qui sont toujours presque ensemble. Et il faut entrer dans ce réseau. C'est pas facile, c'est pas forcément facile. La plupart du temps, les gens qui travaillent dans le cinéma, dans le monde arabe, c'est surtout les gens qui ouvrent et ferment les réseaux. C'est les gens qui sont, je ne sais pas, bourgeois, je peux dire, qui ont eu des chances de faire l'étude ailleurs. Et après, ils reviennent en Palestine, ils font leur projet, ils construisent des réseaux autour d'eux. Et la plupart du temps, on parle de producteur ou un réalisateur et qui fait une étude ailleurs et qui revient et qui commence à construire les réseaux autour de lui. Et les réseaux, ce n'est pas facile à entrer dedans. Et après, il y a toujours les social media pour faire un petit peu de réseau, un petit peu de marketing personnel. Recognition, c'est la dernière chose pour un talent. Et le recognition, souvent, c'est de gagner quelque chose, de participer dans un projet qui va gagner quelque chose. Et c'est presque la seule façon de gagner un recognition, un vrai recognition pour les talents.
Surtout les techniciens qui participaient dans un film qui était nominé pour quelque chose ou gagné quelque chose. Et là, on voit tout de suite qu'ils partagent sur les réseaux sociaux, ils partagent leur histoire, leur fierté de participer dans ce projet. Si je reviens vers l'autre côté de l'industrie, pour les gens qui travaillent dans l'industrie, je prends le côté de réalisateur. On peut dire aussi c'est un technicien, le réalisateur, mais c'est un réalisateur quand même. Et normalement, c'est le 12e chef de projet ou le premier chef de projet, lui, avec le producteur-productrice. La réalisation, c'est un chemin encore plus difficile, comme je vois dans le monde arabe. L'écriture, ça passe par beaucoup d'hésitation, beaucoup de recherche, c'est très individuel. Et souvent, la recherche, ça passe par les ateliers, des ateliers d'écriture. La plupart du temps, c'est un atelier européen qui est installé dans le monde arabe. Le réalisateur va envoyer son dossier, son film, son projet de film. Il commence à chercher sa place. Et doucement, peut-être, elle va trouver perdu avec tous les conseils qui va réussir à droite à gauche, de gens qui ne sont pas forcément locaux, qui ne sont pas forcément liés à l'histoire, ils ne sont pas forcément liés à lui-même. Souvent, c'est un shot, c'est court, c'est quelques jours ou une semaine, et après, la personne va être perdue. L'écriture, pour le réalisateur, et là, je parle de film d'auteur, surtout fiction ou documentaire, c'est le moment le plus compliqué, c'est vraiment pour la naissance d'un réalisateur partout dans le monde. Mais c'est très particulier là-bas parce que ça manque d'un réseau, ça manque d'une ambiance, d'une lecture constructive et qui va ramener le film vers la production. Je prends le dernier côté de la professionnalisation, c'est la côté de producteur ou productrice. La côté de producteur, c'est clair qu'il y a beaucoup de talents dans le monde arabe qui cherchent un producteur. Ils commencent d'abord avec un producteur local. Et quand si ça passe par les moyens classiques de email ou un téléphone, ça marche pas. Souvent parce qu'ils n'ont pas le temps, ils ne vont pas lire toutes les propositions qui viennent chez eux. Alors, ça passe par une relation personnelle, qui est un ami de ami. Et après, on verra comment ça avance et où va finir exactement. Et, souvent, ça finit mal parce que les producteurs locaux, souvent, on a besoin d'une recognition qui est le scénario, qui est le réalisateur, qui est l'auteur, elle vient vers lui. Et avec une chose qui est déjà gagnée, avec un scénario qui a déjà gagné quelque chose, qui a déjà gagné un prix, ou qui a déjà gagné un financement, ou qui a déjà gagné ou il a été développé dans une école de cinéma important. Et ça, c'est très important pour le producteur pour faire confiance et avancer. C'est pas juste l'histoire, c'est souvent les crédits derrière. Qui derrière ce projet, qui déjà investi dans le projet avant. S'il y a quelqu'un qui a investi dans le projet avant, ça avance plus vite, plus rapide et ça avance bien normalement. Alors, c'est le réalisateur qui ne trouve pas un producteur local, il va aller vers les chemins classiques de chercher un producteur européen ou américain. Et ça passe dans le festival. Et maintenant, il y a, par exemple, à Cannes, il y a des pavillons pour beaucoup de pays. Et on voit souvent des talents dans le marché de Cannes. Il y a des gens qui vont arriver, ils ont des projets, ils ont des scénarios. Et ils vont rester dans le pavillon de leur pays ou à côté pour essayer de rencontrer des producteurs, de trouver un clé, de faire vivre leur projet. C'est très difficile à faire ça coûte trop cher. D'abord, prendre un visa, c'est trop difficile. Et depuis le Covid, absolument, c'est presque impossible parce qu'il n'y a pas de visa touristique. Et ça, c'est un visa souvent touristique pour faire ça.
Et on trouve souvent devant une question compliquée, j'ai fait quand même parce que je crois de mon projet. Et il y a des projets qui sont morts là-bas. Parce que j'ai essayé un producteur local, ça ne marche pas. J'ai participé, j'ai investi beaucoup pour chercher dans le festival, je n'ai pas trouvé. Et après, le projet, il est mort. Et ça, c'est malheureusement, ça arrive avec plusieurs cas que j'ai rencontrés pendant mon voyage. Je travaille surtout comme un technicien avant d'entrer dans la réalisation. Et des scénarios incroyables, des histoires, super histoires, et des talents exceptionnels, mais c'est mort. Et quand je viens vers les producteurs, souvent les producteurs dans le monde arabe, et souvent, je peux dire, ils cherchent une coproduction avec un producteur européen ou américain. Pourquoi ? Parce qu'il faut chercher l'argent, et quelquefois, il y a des argents faciles, entre guillemets. En Europe à trouver, c'est le film, ça marche avec les valeurs, je ne sais pas, en France, avec les valeurs françaises, ou qu'est-ce qui se passe à la mode en France maintenant, quelle histoire on va raconter, je ne sais pas, sur Palestine, sur Syrie, voilà. Et si ça marche, c'est toujours super. Alors, les producteurs locaux, il va chercher un producteur européen, et après, le réalisateur, il va être au milieu, entre les deux. Alors là, on va demander quelle professionnalisation on va ajouter, on va donner pour le réalisateur et pour les techniciens dans ces cas. Parce que la plupart, il y a beaucoup de cas où un film arabe, il a été coproduit. La coproduction, dans mon perspective, ça ramène bien sûr les argents et les facilités et tout, mais la plupart du temps, ça ramène malheur. Un malheur artistique et un malheur d'avancement. Et ça vient beaucoup de fois d'un manque de confiance chez les producteurs locaux et laisse le producteur européen ou américain à manipuler plus la direction de l'écriture, la finalisation de l'écriture, la direction de les films pendant le tournage, la direction surtout du montage. Là, on voit beaucoup de conflits entre le réalisateur et les deux producteurs, surtout dans le montage. J'étais parti de plusieurs projets et souvent, pendant le montage, il y a une dépression, il y a des conflits parce que c'est pas le même regard sur l'histoire, c'est pas la même code visuel sur les choses et on tombe quelquefois dans même une chose ridicule comme ah ouais mais je sais comment ça passe là-bas et je peux t'expliquer comment ça passe là-bas. Ça, c'est par exemple un producteur américain qui voulait expliquer comment ça passait en Palestine. Les choses. Les codes, il est comme ça. Il faut pas dire les choses l'autre côté ou d'autre façon. Et ça vient bien sûr, parce que ça vient de l'intérêt, c'est pour qui on fait le film. D'accord ? Et bien sûr, le réalisateur va faire un film pour tout le monde. Et le producteur, il va faire un film qui va circuler, de faire d'argent, les deux producteurs. Mais alors, la seule différence, franchement, entre les deux, les deux vont faire des films pour tout le monde, tout le monde va regarder et va faire assez d'argent, le producteur et le réalisateur. Mais la seule différence entre les deux, c'est le désir de la réalisateur de d'abord parler avec ses peuples, de faire un message intérieur pour peut-être changer quelque chose, pour pouvoir raconter quelque chose qui va faire un mouvement, qui va ramener une valeur dans la vie des gens qui sont autour de lui. C'est pas forcément un speech, c'est pas forcément une grande phrase ou un changement radical, c'est pas la révolution. On fait pas un film pour ça. Ou il y a des gens qui font des films pour ça, mais en général, on dit il y a quand même un message local. Et là, il y a beaucoup de conflits qui passent et souvent le film va finir un peu perdu. C'est perdu parce que le réalisateur est perdu.
Alors, est-ce que ça, c'est positif, négatif dans le chemin de la professionnalisation d'un réalisateur? Oui, absolument, c'est positif. Pour l'instant, c'est négatif parce que le premier film, quelquefois, c'est perdu. Il y a des réalisateurs qui réussissent, qui réussissent de faire qu'est-ce que moi je veux faire. J'écoute, je profite de le point de vue des autres et je veux avancer jusqu'à la fin. Mais il ne faut pas oublier que l'art, il est construit autour de les doutes. Et les doutes, c'est un élément principal dans le personnage de beaucoup d'artistes, peut-être pour tous les artistes. Alors, quand les doutes, il est un élément essentiel dans la question, quelquefois, ça tourne contre le réalisateur et ça tourne contre le film, ça tourne contre l'œuvre artistique. J'ai fini avec une petite réflexion sur les techniciens. Production ou coproduction dans le monde arabe. La production, souvent, les techniciens vont chercher offrir leur meilleur service dans le travail, et surtout parce qu'il y a un double contrôle sur eux. Il y a des contrôles de producteurs et il y a contrôle de réalisateurs. Ça, c'est vraiment, on a une bonne équipe de réalisateurs-producteurs. Et quand on parle de coproduction, bien sûr, ça ramène beaucoup de choses positives pour les techniciens. Moi, je vois surtout cette expérience comme une expérience positive parce que c'est l'apprentissage des talents qui sont spécialisés dans un secteur ça manque là-bas, ou un talent exceptionnel qui a une sensibilité particulière par rapport à l'image, au son, aux lumières. Et ça, c'est les talents locaux. Ils vont passer par une période d'apprentissage pendant le tournage qui est génial. La plupart du temps, c'est génial. Et je crois que c'est un élément très important pour les producteurs locaux et les producteurs étrangers qui choisissent, le moment de choisir les techniciens principaux dans les films, par exemple, si on dit, par exemple, je ne sais pas, c'est un film coproduit entre Palestine et France, CNC, Bictanovo. Bictanovo, dans le Nord, ils vont proposer, par exemple, qu'il faut ramener un ingénieur de son de Lille. CNC ou Arte vont imposer de ramener un technicien aussi de Paris, de Île-de-France. Je ne sais pas, la région de Île-de-France financée. Ils vont ramener quelqu'un de là-bas. Alors, choisir les talents pour ramener en Palestine, pour tourner en Palestine, c'est très sensible parce qu'il ne faut pas juste choisir un bon talent, quelqu'un qui est bien dans son métier. Il faut aussi ramener quelqu'un qui est faire pour participer, pour partager, pour l'ouverture d'esprit. C'est très important parce que va être là-bas, quelquefois, elle ne va rien compris. Mais quand même, elle va continuer, elle va être fidèle pour sa humanité et son métier, et elle va participer, elle va partager, et elle va passer le message. Et ça, à mon avis, dans mon expérience de discussion aussi avec des réalisateurs, c'est un élément, maintenant, c'est vraiment important dans la coproduction. Chez le producteur européen ou américain, plus les producteurs locaux. Parce qu'ils ont appris avec le temps tu vas ramener un super technicien de Paris qui va installer là-bas, mais ça marche pas. Ça marche pas. Parce qu'il n'a pas d'ouverture d'esprit et après 3 jours, ça marche pas en fait. C'est simplement ça. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons des questions dans la salle sur cette production? Oui, Marion? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Wadia, pour votre intervention qui incarne très bien toutes ces filières de production. Et ça, en fait, en vous entendant parler, je repensais à une scène du film de It Must Be Heaven de Elia Suleiman, lorsque vous parlez de vos difficultés en fait à produire un film, quoi, tout simplement, et que
selon les producteurs et selon aussi les lieux dans lesquels ces producteurs évoluent, eh bien, le degré de votre palestinité, en fait, changeait. Et donc, et ça me fait penser donc à la scène où Elias Sleiman joue son propre rôle de réalisateur qui cherche des sous pour son film. Et quand il va voir un producteur français, il lui dit, bah, en fait, non, votre film, là, votre scénario, il n'est pas assez palestinien, il n'est pas assez proche... il n'est pas assez sympathisant de la cause palestinienne. Et puis quand il va aller voir un producteur américain, il va lui dire au contraire, vous êtes beaucoup trop palestinien, on s'en fiche complètement de vos histoires. Et du coup, je voulais savoir comment vous placez aussi par rapport à ça. Et en fait, c'est pour lier aussi votre intervention avec celle de Younes, qui parlait de la marocanité, de cette question-là de la marocanité. Et du coup, peut-être... voilà, c'est un point aussi de réflexion commune sur ces assignations identitaires par rapport à la manière dont vous produisez vos productions artistiques. Merci pour la question. Moi, je crois à mon cœur, my heart, mon cœur, oui. Et à la fin de mon étude à la FEMIS, simplement, qu'est-ce qui s'est passé? On a posé la question, et avec qui tu veux travailler? C'est qui ton producteur idéal? J'ai parlé d'une dame. J'ai cherché, j'ai tombé sur quelqu'un par hasard sur Internet. Je l'ai suivi, j'ai regardé ses vidéos, ses interviews et tout ça. Je dis, voilà, c'est avec elle peut-être, je ne sais pas. L'hasard de la vie, c'est un ami très proche de mon prof. Et là, on a rencontré, on a parlé, discuté et tout ça. Et je sentais tout de suite, voilà, c'est ça en fait, c'est là. Et est-ce qu'elle a dans son profil les choses très importantes, intéressantes, souvent quand on fait un business avec quelqu'un? Non, pas du tout. C'était pas ça. Je sais pas, c'est mon personnel, hein, c'est l'expérience personnelle. Pour moi, c'était très important de faire ça, d'écouter mon esprit, mon âme, ok, c'est là, prendre le signe et aller jusqu'à la fin. J'ai suivi jusqu'à la fin. Et la vie, elle m'a montré les derniers 24 mois, on a travaillé ensemble, c'est ça en fait, c'est simplement ça. Alors, en discussion, quelquefois on tombe sur un conflit de comment on voit les choses. Être palestinien, un vrai palestinien, ou être français. Je suis là depuis 7 ans, 8 ans maintenant. Marié, avec française, 2 enfants ici, mais je cherche mon histoire de la maison. C'est une maison détruite avec la deuxième intifada. Et qu'est-ce qu'il reste dans une maison détruite? Tous les fantômes qui sont là, c'est en recherche de la maison, la définition de home et comment on est lié avec tout ça. Et c'est une question générale, globale, internationale. Mais quand même, quand on parle d'une maison détruite là-bas, qui je construis pendant mon enfance, et je l'ai vu en train de détruire, et il y a une histoire derrière, entre amour, entre revanche, entre. Ça, c'est mon écho personnel. Et quand je partage, et je vois la personne devant moi, s'il écoute avec sa tête, ça ne marche pas, en direct, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il y a un jugement, il y a bla, bla, bla. S'il écoute avec son cœur, avec his heart, après, on peut discuter différemment. Et il y a un chemin d'apprentissage, bien sûr. Et je crois être palestinien ou marocain, ou être français, ou être n'importe où, c'est simplement, c'est une petite confiance. C'est ça qu'est-ce qu'on oublie pendant la professionnalisation. C'est la confiance dans notre source. Et c'est ça, qu'est-ce qui n'existe pas dans la professionnalisation, c'est la source de l'esprit, de où je grandis, quelles histoires qui sont vraiment faites, qu'est-ce que je suis là. Et c'est pas mon recette, c'est pas une recette pour tout le monde, mais c'est mon recette.
C'est de prendre ça, de garder-le comme un lumière, en fait. Et après, est-ce qu'on est palestinien après ou pas palestinien? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui reste après? Je suis moi, avec mon petite expérience de l'enfance. Et qu'est-ce que tous les miroirs, comment les miroirs ils sont gérés, tout ça après, comment j'ai grandi entre deux miroirs. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de réponse. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Peut-être. D'abord, je vais remercier les panélistes pour leur présentation. Donc, un grand merci à vous et qui étaient aussi avec nous, voilà, sur l'écran.